À 8-9 ans, quand je discutais avec mes parents, avec mon frère, je leur disais à 30 ans, j'ai une Ferrari. À 30 ans, c'est mon objectif. En tout cas, je veux une Ferrari. Moi, je me rends compte souvent chez The Technician, quand on accompagne des clients, au tout début, il y a des boîtes qui sont impatientes de faire leur transfo digital. Et donc, elles ont l'impression qu'on va tout automatiser et que tout va être fait. Et dès que tu rentres en interaction avec notre support, c'est l'IA qui va gérer. Donc l'IA a la capacité de gérer 80-90% des premières conversations des tickets. Mais on le voit généralement, même si l'IA a la capacité de répondre, les gens demandent à parler à un humain. Toute ma carrière jusqu'à il y a 2 ans en ESN, en boîte de conseil, et donc ce métier que tu as décrit de sales, je le connais par cœur. J'en ai mangé pendant pas mal d'années, d'abord moi-même, puis ensuite en manageant des équipes qui le faisaient. À l'époque, je faisais mes premières listes de prospection à la main sur une feuille avec Viadeo sur le côté. Tu vois, là, je vais te donner un exemple. Hier, on m'a appelé, c'était catastrophique. La personne a récité le pitch, je lui ai dit j'ai pas le temps. Première objection que tu as à chaque fois, c'est j'ai pas le temps. Elle aurait pu essayer de dévier l'objection. Elle a continué son pitch. Allez, on démarre. Dorian, bonjour. Merci beaucoup d'être venu là à ce micro avec moi. On était déjà en train de rire avant de démarrer, donc il faut qu'on reprenne un peu de sérieux. On se disait aussi qu'on va sûrement pas mal papoter et digresser aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va être sympa. Merci beaucoup. Ce que je te propose pour ce podcast, c'est d'abord très très rapidement de te présenter en 3-4 phrases. On reparlera de toi un peu plus longuement après. Et puis après, comme tu le sais, je te poserai une petite question qui a quelque chose à voir avec l'intelligence artificielle. Et on débattra de ce sujet au travers de 3 Jérémy. Un petit Jérémy d'une dizaine d'années, un moyen Jérémy d'une vingtaine d'années et un grand Jérémy de 40-45 ans. Est-ce que ça te va comme programme ? Ouais, c'est parfait. Cool. Génial. Bah écoute, super content d'être avec toi. On s'est vu hier aussi, on a fait une bonne raclette. Ouais, faut pas le dire. Donc ouais, ça me fait plaisir là, d'être avec toi et de pouvoir discuter des différents sujets. Alors tu m'as dit assez rapidement une présentation, donc je vais essayer de ne pas faire un monologue. Dorian, 35 ans, papa d'un petit garçon qui s'appelle Léonie. J'ai ma femme Morgane, on est donc en ce moment même sur Barcelone, donc c'est hyper sympa. Je suis entrepreneur depuis 15 ans, j'ai monté différentes boîtes, et j'ai commencé pendant mes études, parce que c'est assez facile, hein, t'as pas forcément besoin de gagner de l'argent, t'as soit tes parents, soit les prêts, bon en tout cas c'est assez facile, tu peux avoir le goût au risque. J'ai monté une première boîte qui était une boîte de distribution de produits qui restait à 2200 kilos, donc une ceinture de pantalon, tu peux faire du rappel, tracter une voiture en panne, vraiment de tout ce qui est outdoor, survivalisme. Je savais pas que tu avais commencé comme ça. Marrant. Si, alors c'était via un stage. Alors c'est pas moi qui ai développé le produit, mais j'ai aidé en tout cas cette société qui s'appelle BBM Équipement à commercialiser le produit dans différents pays. J'ai vendu des arcs, des bâtons de marche qui se transforment en arcs, des lance-pierres, tous les produits survivalisme. Okay. Et ensuite, j'ai monté une junior entreprise externalisée, ça s'appelait Mes Élites Conseil. Donc j'avais des étudiants des grandes écoles qui faisaient des business plans. Et moi, je prenais un pourcentage sur la réalisation via des partenariats que j'avais avec des incubateurs, avec des pépinières d'entreprises. Et ensuite, j'ai monté Ivancy, qui est une boîte que j'ai grandi de 0 à 130 salariés en 5 ans, que j'ai revendu en 2021 à un fonds d'investissement américain. Et aujourd'hui, je suis CEO et cofondateur de Zelic, une société qui aide les commerciaux à être plus performants, avec une vision qui est de fusionner les customer success, les sales, les ops et le marketing sur une plateforme unique. On appelle ça un revenue workspace. Ok. On voit déjà que j'ai face à moi un sacré entrepreneur, parce que dans ta capacité à pitcher en 4-5 phrases autant de trucs, c'est assez costaud. Moi, je sais pas faire, perso. Ok, trop bien. Bon, écoute, hyper intéressant. On sent que j'ai déjà hyper envie de parler de survivalisme, mais il faut quand même qu'on aille un peu sur l'IA, parce que c'est le thème du podcast. Parfait. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour remettre un peu le contexte, si les gens nous écoutent ou nous regardent, tu vas nous expliquer comment, mais Zelic travaille notamment pas mal sur le sales de manière générale, comment vendre son produit ou son service. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est une question que tout le monde se pose, elle est finalement assez terre à terre, mais je pense qu'elle peut intéresser. Est-ce que l'IA peut prospecter à ma place ? Et donc, comme le veut la tradition, si j'ai une petite dizaine d'années, je comprends... Allez, 12 ans, on va dire. Je comprends pas encore très très bien le principe, mais est-ce que l'IA peut vendre à ma place ? Je te la poserai peut-être plutôt comme ça, la question. Qu'est-ce que tu m'expliquerais ? Alors, sur la prospection, oui, l'IA peut le faire, mais ça dépend des canaux. Elle ne peut pas bien le faire sur tous les canaux, et ça va dépendre de ce que tu attends en termes de qualité. Je m'explique. Quand tu vas N'oublie pas que j'ai une douzaine d'années. Tu as une douzaine d'années. Aujourd'hui, tu veux vendre des choses.
Donc pour vendre, tu dois réussir à prendre un premier rendez-vous. Et une fois que tu as ce premier rendez-vous-là, tu vas faire tes meetings pour réussir à signer ton client potentiel, donc ton prospect. Quand tu vas utiliser l'IA aujourd'hui peut t'aider sur différentes choses. La première des choses, l'IA peut t'aider à trouver ton prospect. Tu vas dire à l'IA, voilà le type de produit que je vends. Et en fonction des produits que tu vends, donc si tu as 12 ans, on peut dire que tu vends des bonbons, quels sont potentiellement les acquéreurs, les acheteurs potentiels de tes bonbons. Et donc là, tu vas utiliser l'IA et tu vas dire à l'IA, j'ai 12 ans, je commercialise des bonbons, telle sorte de bonbons. Donc l'IA va te dire, OK, potentiellement dans tes prospects, voilà la liste des personnes qui pourraient être intéressées. Une fois que tu as cette liste-là, grâce à l'IA peut t'aider à faire de l'enrichissement. Pas dans les détails, mais elle peut t'aider à trouver des informations potentielles. Ok. Une fois qu'elle va t'aider à trouver des informations, alors ça dépend le type d'information que tu vas Donc lui demander, imaginons elle peut que pas je tout dise à trouver. l'IA, c'est mes copains de la classe, quoi, mes clients, comment elle peut m'aider à faire ça quel type d'enrichissement ça pourrait être? Ouais, alors si tu demandes, alors ça va être plus facile si tu veux targeter des sociétés. Ok. Si tu demandes des gens individuels, ça va être beaucoup plus complexe. Donc l'IA elle va t'aider là d'une autre façon, elle va t'aider à concevoir ta prospection, mais sur le type de message. Donc elle va te dire, OK, c'est les copains de ta classe, voilà comment tu peux pitcher. Donc l'IA peut te faire des templates de pitch, et en disant, voilà, si j'étais à ta place, voilà comment j'essayerais de vendre mes bonbons. Et donc, elle va te dire, template 1 de cette façon, si tu veux être un peu plus agressif de cette façon-là. Donc, elle va te faire des propositions, et toi, tu peux adapter ton pitch en fonction des propositions de l'IA et avec lesquelles tu vas te sentir à l'aise. Ok. Ensuite, tu peux très bien dire à l'IA, je me pose la question des potentielles objections que je vais avoir sur mes bonbons. Et donc, tu vas dire à l'IA, réfléchis par rapport au template de pitch que tu m'as fait, aux objections potentielles que je vais avoir. Donc, l'IA va te sortir une liste d'objections. Sur les objections qu'elle va te sortir, tu vas pouvoir dire potentiellement à l'IA, maintenant, fais-moi des réponses aux objections que tu m'as trouvées potentielles que je vais avoir. Et donc, avec ça, tu as un pitch qui va te permettre, en tout cas, d'anticiper tes objections et d'optimiser ton taux de transfo pour réussir à vendre tes bonbons. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, tu vas te confronter au marché, donc tu vas te confronter aux élèves de ta classe, tu vas discuter avec eux et tu vas leur dire, voilà, je vends des bonbons qui sont bleus, nouveaux bonbons, nouvelle génération, incroyables, ils sont 1 euro en dessous d'Haribo, moi je dis au hasard. Hein. Et donc, ils vont te dire oui ou non. Donc, admettons que tu as 50% des gens de ta classe qui vont les acheter, 50% qui vont dire non. Tu récoltes les informations et tu les redonnes à l'IA et tu vas dire à l'IA, sur les informations que j'ai récoltées, tire-moi une analyse de comment optimiser par rapport aux problématiques que j'ai eues et pourquoi je ne suis pas à 100%. Donc, potentiellement, l'IA va pouvoir t'aider à nouveau pour optimiser ton taux et de passer peut-être de 50% à 70% ou à 80%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'IA peut t'aider dans énormément de choses, mais l'IA ne peut pas tout faire à ta place. Si tu dis à l'IA, par exemple, alors 12 ans, potentiellement, tu peux avoir une boîte email, tu peux envoyer des mails, pourquoi pas. Tu as une boîte email, tu utilises Google et l'IA, tu utilises Gemini pour t'aider à faire tes templates et tes messages. Et tu vas vouloir dire, par exemple, envoie des messages automatiquement à ma place. Donc, tu peux relier ça à N8N, à des agents créés avec Dust ou autre, ou utiliser Zelic aussi pour faire ta prospection. Et donc, tu vas dire à l'IA, envoie des mails à ma place. Donc, l'IA a la capacité d'envoyer les mails à tes camarades de classe à ta place. Par contre, trouver potentiellement les mails et les numéros de téléphone de ces personnes-là, l'IA ne peut pas le faire. Donc, tu vas devoir le faire autrement, ou toi, tu apportes l'information. Tu vas pouvoir prospecter par mail. Mais si tu demandes aujourd'hui à l'IA de prospecter à ta place en les appelant automatiquement, donc en laissant l'IA appeler à ta place, aujourd'hui, c'est pas performant. Ça fonctionne pas bien. On entend que c'est une IA qui est derrière, on entend que c'est pas un humain. Ça ne donne pas envie, en tout cas, d'accepter la prise de rendez-vous. Donc l'IA aujourd'hui peut faire des choses, mais pas tout. Et l'IA n'est pas dans une qualité qu'on peut appeler parfaite. Tu vas utiliser l'IA, ça va être bien à 85-90% en fonction de ton prompt et comment tu vas l'utiliser. Mais ce n'est pas super qualitatif encore aujourd'hui pour pouvoir seulement laisser l'IA faire à ta place. Donc d'où le oui et le non en fonction de la qualité. Donc si je résume un peu en me mettant dans la peau du petit gars de 12 ans qui veut vendre ses bonbons à ses copains, en gros, avant, j'aurais juste été avec mes bonbons dans les poches et je les aurais vendus à la récré aux personnes. Là, je peux prendre mon ordinateur et puis je peux travailler un peu avec l'IA pour dire, je sais pas, définir mon prix, dire mets un bonbon comme ça avec un bonbon comme ça, dire dans ce quartier-là, peut-être qu'ils vont préférer tel type de bonbon pour X, Y ou Z raison. Et du coup, je peux, moi, m'affûter, en fait, être meilleur pour ça. Et après, si je veux passer à l'étape suivante, parce que j'ai grandi, j'ai 13-14 ans et je sens que je peux faire quelque chose,
Je peux commencer à faire de la pub, si on parle un peu basiquement, quoi, envoyer des mails et autres. Par contre, l'idée reçue qui fait dire que je vais dire à l'IA, vends les bonbons à ma place, appuyer sur un bonbon et tout faire tout seul, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, c'est pas réaliste. Non, pas aujourd'hui. En tout cas, ça va peut-être changer dans le futur. Mais tu peux même aller plus loin avec l'IA, par exemple. Tu peux poser la question à l'IA, je veux optimiser en tout cas ma vente. Combien de bonbons par paquet je dois mettre ? Parce que tu as parlé du prix, mais tu peux également optimiser combien de bonbons par paquet, combien de grammes par paquet, et pour savoir les économies que tu vas faire sur ta vente et que tu t'optimises à la fin tes résultats, quoi. Et avant de rentrer sur des sujets complexes, du coup, j'ai plus 12-13 ans, mais là, en tout cas, moi, l'impression que ça me donne, c'est que si on parle aux gens qui nous écoutent, tout le monde ne va pas être dans une logique d'optimisation, tout le monde ne va pas forcément aller utiliser des outils comme le tien. Par contre, ça y est, à peu près tout le monde commence à user ChatGPT ou un autre LLM. Ça, on est d'accord que c'est des choses que je peux faire avec un LLM basique. Je n'ai pas encore besoin d'être dans une automatisation complexe. Non, ça, tu peux le faire avec un LLM basique. Hein. Ok. Si tu avais un petit jeune... Tiens, on va passer au Jérém de 18 ans. Ah, j'ai envie de... Je suis désolé, mais j'ai quand même un peu envie de parler de survivalisme. Du coup, je te croise à cette époque-là et puis je te dis, Dorian, j'ai vu que tu vends des arcs à des lance-pierres. J'ai un peu envie de m'associer avec toi. J'ai envie de prendre la partie sales. Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir les leaders normands, puisqu'on s'est découvert ce petit point commun, les leaders normands des produits de survivalisme. Donc là, on est un peu plus ambitieux, on est fougueux, on a envie de croquer le monde. Qu'est-ce que tu me proposerais ? Comment tu me dirais qu'on y va ? On n'a pas de moyens, donc on peut peut-être pas encore aller se payer des grosses solutions, tout ça ? Non, alors, ce que je ferais, 18 ans, on va dire, t'es déjà un peu plus mature, t'as déjà peut-être une meilleure compréhension du business. En plus, t'as commencé à vendre tes bonbons à 12 ans. Tu t'es déjà un entrepreneur dans l'âme, donc tu sais déjà comment faire. À 18 ans, je dirais, la première des choses, tu vas faire un petit peu un benchmark. Donc, on va aller un peu plus dans les détails dans le marketing. Donc, tu vas potentiellement demander à ton LLM, donc soit ChatGPT, Claude, Perplexity, quel que soit Gemini, tu vas dire à ton LLM, voilà, aujourd'hui, j'ai des produits de survivalisme, j'aimerais les commercialiser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux trouver des produits similaires aux miens ? Et si oui, dans quel pays tu les trouves ? Et envoie-moi les informations de ces pays-là et fais-moi un bench. Donc, ChatGPT ou ton LLM va te faire un bench. Tu vas lui poser des questions et tu vas approfondir. Je peux le faire même en prenant une photo de mon lance-pierre, par exemple. Tu peux prendre une photo de ton lance-pierre et lui demander tout simplement, écoute, trouve-moi des produits concurrents, mets-moi les liens et ensuite essaie de me trouver les prix et donne-moi la grille tarifaire. Donne-moi un maximum d'informations sur ce type de produit. Okay. Une fois que tu as toutes ces informations-là d'un point de vue marketing, tu vas commencer à construire ton pitch un peu plus en détail, mais tu auras une meilleure compréhension de ton marché. Tu vois, sur les bonbons, on n'avait pas besoin d'aller dans les détails. Là, sur la partie survivalisme, tu ne vends pas tes camarades de classe, donc tu n'es pas potentiellement dans une vente de proximité. Le lance-pierre, ça pourrait le faire. Donc, tu vas plutôt être dans une vente, on va dire, élargie. Et donc, voilà, tu vas rentrer plus en détail dans cette partie marketing intelligence, en tout cas étude de marché. Ensuite, quand tu as toutes ces informations-là, tu peux dire, maintenant, market-moi, trouve-moi un nom qui correspond à l'image de l'entreprise, qui potentiellement peut se vendre à l'international, qui n'a pas de connotation en fonction des pays. Donc, tu peux rentrer un peu dans les détails pour que ChatGPT puisse t'aider à définir tout ça. Une fois que tu l'as, tu as ton prix et tu connais ta cible, parce qu'il peut t'expliquer aussi quelle est ta cible potentielle, selon lui, qu'est-ce qu'il ferait à ta place. Parce que quand tu vas commercialiser, si j'ai 18 ans, potentiellement, je peux me poser la question, mais j'ai différents types potentiels. Quel est mon ICP premier ? Quelle est la première personne, le premier profil type à qui je dois commercialiser ? Et donc là, tu vas dresser, on va dire, ton ICP 1, 2, 3, 4 et 5, donc par ordre de priorité, qui va te permettre de mieux vendre. Et ensuite, tu essaies de commercialiser tes produits. Donc, en tout cas, à 18 ans, j'irai un peu plus en détail dans la partie étude de marché, construction de mon offre. Et par rapport à ce produit-là, j'élargis les horizons pour savoir comment commercialiser et quelles sont, selon le LLM, les meilleures techniques de vente sur ce type de produit. Est-ce que c'est de la vente, je dis au hasard, mais porte-à-porte ? Est-ce que ça va être de la vente plutôt marketing ? Donc, je vais essayer d'avoir de l'inbound. Ou est-ce que ça va être du cold calling ? Et potentiellement, je peux essayer de challenger l'IA sur le type de vente. Il y a un truc hyper intéressant, ce que tu dis, et finalement, ça revient à chaque fois, je trouve. C'est que l'idée reçue que beaucoup de gens ont de l'IA, c'est qu'elle a une grosse valeur dans l'action, dans l'automatisation de l'action. Et en fait, quand on analyse beaucoup plus en profondeur et que je t'écoute là,
la valeur ajoutée principale, en tout cas première, la plus facile, elle est vraiment dans l'analyse préliminaire. En fait, moi j'aime bien, c'est une extension de mon cerveau. C'est-à-dire que avant, il y a des trucs qui n'étaient pas à portée de main. Enfin, pour faire tout ça, à 18 ans, j'avais beau être malin, etc. Mais si je suis en terminale, un ICP, un truc, un machin, c'est même pas que je sais pas ce que c'est que je vais pas le savoir parce que j'ai pas un chemin naturel qui va me permettre d'accéder à tout ça. Et maintenant, grâce à l'IA, si je suis un peu débrouillard, j'ai accès à plein de trucs qui va me permettre à 18 ans en terminale, si je suis un peu... C'est même pas malin, c'est curieux en fait. Si je suis curieux, d'avoir le niveau d'un directeur marketing de 40 piges. Clairement, si tu lui poses les bonnes questions et tu le challenges, il va t'aider en tout cas à définir ta stratégie marketing et commerciale. Et après, tu m'as posé la question de l'automatisation. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que je pense qu'à 18 ans, ça peut le faire, mais c'est peut-être un petit peu complexe de créer ses propres agents. Et la difficulté, c'est pas de créer un agent, c'est de créer un agent qui fonctionne bien. D'où le fait que je suis pas rentré dans les automatisations quand tu me parles de 18 ans. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que mais ça vient après. Alors, ça va dépendre des compétences de chaque personne. Et tu as peut-être des gens qui vont être à l'aise à 18 ans pour créer des agents. Donc moi, dans le passé, j'aurais pas eu les compétences de réussir à le faire. Et encore aujourd'hui, créer un agent qui fonctionne très bien, j'ai pas les compétences de le faire. Et donc, j'essaie d'apprendre en ce moment. Mais c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je le vois aussi. J'aime beaucoup cette approche-là qui consiste à dire, en fait, il faut commencer les choses dans l'ordre. Moi, je me rends compte souvent chez The Technician, quand on accompagne des clients, au tout début, il y a des boîtes qui sont impatientes de faire leur transfo digital. Et donc, elles ont l'impression qu'on va tout automatiser et que tout va être fait. Et je passe pas mal de temps à leur expliquer non, je vais d'abord, entre guillemets, apprendre à vous servir de ChatGPT. Et une fois que ça, ce sera bien acquis, on verra si on va automatiser des choses ou autres. Mais ne pensez pas que vous allez virer votre équipe de sales demain et que vous allez avoir des robots qui vont le faire. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Par contre, j'imagine, et tu vas en venir là, donc si on met les bons outils de la bonne manière dans les bonnes mains de mes sales, en l'occurrence, peut-être ça va nous amener à Zelic, tes 5 sales, ils peuvent faire le boulot de 50 sales s'ils sont bons et que c'est bien fait, quoi. C'est l'ambition qu'on a. L'ambition qu'on a, c'est au-delà de fusionner les personnes de l'équipe revenu, donc marketing, sales, ops et customer success, c'est de leur permettre d'être plus performants grâce à l'IA. On ne veut pas les remplacer. On veut leur dire, on te donne les outils aujourd'hui pour automatiser tes tâches, avoir plus d'intelligence derrière et faire des meilleures actions. Donc l'IA a la capacité aujourd'hui de les aider, mais pas de les remplacer. L'IA peut les remplacer sur certaines tâches administratives, mais pas sur la globalité du processus de prise de rendez-vous et de closing. Les gens encore aujourd'hui ont envie de parler à un humain. Et tu vois, on le voit par exemple sur le support. Alors je ne vais pas te parler de la partie sales, mais sur le support. Nous aujourd'hui, on utilise Intercom. On a FinAI, qui est l'IA du support. Dès que tu rentres en interaction avec notre support, c'est l'IA qui va gérer. Donc l'IA a la capacité de gérer 80 à 90% des premières conversations, des tickets. Mais on le voit, généralement, même si l'IA a la capacité de répondre, les gens demandent à parler à un humain. Donc tu as ce côté humain encore qui existe, donc c'est bien d'automatiser des choses, mais tu rends la personne du support plus performante, ou le sales, grâce à l'IA, mais tu ne le remplaces pas totalement. Donc tu peux supprimer certains postes, parce que potentiellement tu as besoin de moins de personnes pour faire cette activité-là, mais les personnes que tu gardes vont pouvoir être augmentées et faire d'autres tâches beaucoup plus intéressantes pour eux et pour la boîte, pour permettre à tout le monde d'être plus performant. D'ailleurs, il y a la plupart des... Enfin, c'est très rare, les équipes, les boîtes, quelle que soit la discipline, qui réduisent leur nombre d'employés. L'énorme majorité des boîtes ont compris que l'IA ne va pas supprimer des postes, tout simplement parce qu'en fait, c'est faire plus avec la même chose. Et donc, les quelques boîtes, parfois c'est par contrainte, mais je trouve que les quelques boîtes qui se disent « Super, je vais pouvoir faire pareil avec moins cher », en fait, aujourd'hui, faire pareil, rester à la même vitesse, signifie ralentir, puisque tout le monde accélère. Puisque avec 10 personnes, je peux faire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Si moi, je me dis, OK, si je peux faire pareil avec 10 personnes, du coup, je vais garder que 2 personnes. Et je vais rester à ma vitesse de croisière, mais tout le monde va accélérer. Ouais, tu as différentes façons de voir les choses. La première des choses, c'est qu'il faut que tu l'utilises correctement, l'IA, il faut savoir l'utiliser. La deuxième des choses, c'est que tu peux réduire certains pôles en te disant, je recrute moins de personnes sur le support. Par contre, potentiellement, tu vas te dire, je vais vouloir accélérer dans un autre pôle et recruter plus de personnes. Donc, tu peut-être t'enlèves de l'emploi sur certains métiers pendant une période, mais tu vas peut-être le remettre ailleurs pour réussir à accélérer. Et
Et ensuite, l'IA crée énormément de nouveaux jobs. Aujourd'hui, tu as des experts IA qui rentrent dans les sociétés pour aider justement à automatiser. Tu as des agences qui se développent, justement, on en parle, pour aider les boîtes, en tout cas, à prendre l'IA en main et à être plus performantes. Donc en fait, ça crée également du travail. C'est juste que c'est des nouveaux métiers, des nouvelles façons de faire, des nouvelles expertises. Donc moi, je le vois plus comme une opportunité à partir du moment où on est curieux et on décide de s'y mettre. Mais pour moi, l'IA ne remplace pas 100% l'humain sur tout. Il n'y a même pas beaucoup de choses sur lesquelles elle remplace 100% l'humain. Elle l'aide. Ouais. Oui, il n'y a pas énormément de choses, mais elle permet de faire gagner du temps. Moi, l'IA, dans le quotidien, je le vois comme un copilote. Ouais. Pas comme quelque chose qui remplace, en tout cas. Je suis vraiment d'accord avec toi. Parce qu'en fait, l'IA aussi peut délirer. Il y a des hallucinations au niveau de l'IA. Donc, il faut également des personnes expertes pour réussir à corriger. Tu vois, les développeurs, on peut parler assez rapidement des développeurs et de l'IA, ils vont utiliser des outils. Claude, en ce moment, qui est au top, Cursor ou autre. Quand ils utilisent les outils, ils peuvent améliorer leur développement. Par contre, le métier technique du développement devient un métier d'architecte. Il faut, l'IA a la capacité d'améliorer ton code, mais il faut que tu sois expert pour comprendre ce que l'IA a fait, corriger, améliorer et que ça s'intègre dans ton produit. Donc voilà, c'est mon quotidien. Tu as un super pouvoir, mais il faut que tu sois architecte derrière avec une vraie compréhension. Et donc le métier de développeur est en train de changer. Donc c'est intéressant. Ouais, complètement. On a vraiment beaucoup de points communs. Tu vois, nous, chez The Tech Nation, j'aime bien le terme. On utilise beaucoup le terme superhumans pour faire un peu du marketing, parce qu'on n'est pas des super-héros. Par contre, on est des humains très simples qui ont des super-pouvoirs qui sont l'IA. Et en effet, les équipes tech, moi, quand je vois des étudiants qui disent « Oui, mais des étudiants en dev, l'IA va nous piquer notre métier. » Non, elle va complètement vous transformer votre métier. Mais nous, par exemple, chez nous, on fait beaucoup de proto to code parce que avec Lovable, n'importe quel entrepreneur, et c'est génial, et moi le premier, peut prototyper quelque chose et c'est trop bien. Mais il y a un moment où pour passer à l'échelle, si tu n'as pas des gens qui comprennent et qui connaissent le code, tu n'y arriveras pas tout seul. Clairement. Ok, trop bien. Écoute, j'ai envie de... tu sais quoi, je vais prendre ma vraie casquette, si tu veux, pour le GRM de 40 ans. Et puis, vu que je suis à quelques mois de mes 40 ans, ça va être très bien. Et non, mais c'est hyper intéressant. Comme ça, on va parler de Zelic. Et en l'occurrence, pour moi, c'est un vrai use case. Je vais presque faire le client mystère, si ça te va. Ok, alors déjà, si je te dis, voilà, je m'appelle Jérémy, j'ai une boîte, elle a 1 an et demi, elle marche plutôt bien, on est 12 personnes. Par contre... j'ai pas le temps de travailler sur ma partie revenu, donc comme ça marche bien, je prends ce qui vient et puis j'avance et je fonce et je me pose pas trop de questions. Allez, peut-être je vais te poser des vraies questions, je vais même pas jouer un rôle. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort selon toi? Je pense que ça dépend de tes objectifs. Si tu as assez de leads entrants, tu me dis que vous êtes 12, tu as assez de travail et tu arrives te développer, faire du chiffre d'affaires et être heureux, je pense que la question, c'est plutôt ton split entre ta vie perso et ta vie pro. Et donc, c'est à toi de savoir est-ce que tu veux faire plus de chiffre d'affaires ou pas. Donc, je pourrais pas te dire... donc, tu vois, ça, c'est toi personnellement, est-ce que tu as envie de le faire ou pas. Si tu te dis j'ai pas envie parce que je veux privilégier ma vie perso et que ça tourne, fine. Ok, donc continuons à être sur du réel. J'ai beaucoup d'ambition pour cette boîte et je veux l'emmener loin. Donc t'as tort. Ok. Très bien. Tu sais quoi, je vais prendre une masterclass et podcast. 2 en 1. Ouais, donc si tu as envie de te développer, là, tu vas devoir mettre un process en place pour réussir à améliorer ta prospection. Tu as plusieurs façons d'avoir des leads. On va dire, tu as l'inbound, le marketing qui va t'apporter des leads entrants. Soit parce que tu as fait un event, soit parce que tu es connu, soit parce que tu fais le podcast, soit parce que tu es visible. Bon, pour différentes raisons, tu vas avoir ma stratégie de la pub. Voilà, tu as tes leads entrants. Si tu te dis que tes leads entrants, c'est pas assez, tu vas devoir, en fait, via l'inbound, tu vas devoir aller chercher des leads en faisant de la prospection. La prospection, tu peux la faire de différentes façons. Soit tu la fais en interne et donc tu t'outilles pour être plus efficace, d'où le superhuman, comme tu l'appelles, j'aime bien. Soit tu as décidé de délocaliser, en tout cas d'externaliser plutôt, après tu peux délocaliser, mais d'externaliser ta partie prospection. Donc tu laisses une agence le faire à ta place. Ça dépend également de toi. T'as dit inbound, ça c'est plutôt de l'outbound, si j'ai pas de bêtises. Ça c'est de l'outbound. Ouais, okay. Sur la partie inbound, c'est plutôt les leads. On peut réexpliquer, tiens, comme ça, c'est pas tout le monde n'est pas l'inbound, plutôt les leads entrants sur la partie marketing. Donc ils vont aller sur ton site internet, ils vont demander une démo ou parler avec un conseiller. Et sur la partie outbound, c'est la partie prospection à froid, donc des gens qui potentiellement ne te connaissent pas, que tu vas appeler ou démarcher par email, par LinkedIn pour obtenir un rendez-vous.
Si on vulgarise 2 secondes, l'inbound, c'est, on va dire, c'est plutôt tout ce que je vais faire, entre guillemets, en communication, marketing, etc., qui vont faire que les gens vont me contacter naturellement. Exactement. Et l'outbound, c'est plutôt le travail de commercial, on va appeler ça les sales maintenant, qui vont contacter d'une manière ou d'une autre, que ce soit du marketing, des mails ou du téléphone, des clients potentiels. Ouais, exactement. Ensuite, ta démarche de recevoir des leads, elle dépend de tes prospects. Admettons que tu souhaites targeter de l'enterprise, c'est difficile d'avoir énormément de leads. Enterprise, je vais vulgariser en même temps, c'est gros clients, c'est ça? Ouais, les gros clients. Donc, si tu veux des gros clients, c'est difficile d'avoir des très gros clients par de l'inbound. En tout cas, tu en as potentiellement moins. Ça fonctionne beaucoup plus facilement sur des boîtes PLG, par exemple, product-led grosses, où le produit peut convertir lui-même sur des petits paniers moyens. Et donc, tu as des leads qui arrivent grâce au marketing entrant et tu en as beaucoup plus. Les sales, c'est bien selon moi, quand ils se concentrent sur la partie soit mid-market, donc entreprise de moyenne taille, soit les entreprises de grande taille pour réussir à prospecter. Pour la prospection, c'est assez simple. Tu vas devoir avoir une liste de contacts à prospecter. Soit tu en as déjà une, soit tu achètes des bases de données, soit tu utilises des outils comme le nôtre pour réussir à en avoir. Bon, tu as différentes façons de le faire. Une fois que tu as les contacts, tu vas devoir trouver les numéros de téléphone et les mails pour prospecter. Le démarchage peut être soit par mail, soit sur LinkedIn, soit par téléphone, ou après, potentiellement, tu peux utiliser TikTok, Instagram ou autre pour démarcher, qui est moins utilisé aujourd'hui sur la partie B2B. Mais là, du coup, on est sur quand on utilise les réseaux, c'est la frontière entre l'inbound et l'outbound. Bah, si tu prospectes sur les réseaux, pas en post, si tu prospectes... Ah, tu veux dire comme je prospecterais sur LinkedIn, ça commence à être possible de le faire également sur un Instagram ou Exactement, TikTok. oui, tu peux prospecter. J'ai jamais pensé. Mais c'est un peu moins utilisé aujourd'hui, c'est pas encore vulgarisé, quoi. Et ni démocratisé. Et donc, tu as différentes façons de ta target, j'imagine. C'est plutôt quand tu fais du B2C que ça dépend de ta target. Okay. Ouais. Et donc ensuite, tu vas donner des objectifs à tes commerciaux, de nombre de rendez-vous à prendre. Donc, admettons que tu as une personne chez toi qui fait de la prospection, donc qui a sa liste, qui enrichit des contacts, qui va prospecter, et tu vas lui dire, moi j'ai besoin par semaine de 5 rendez-vous qualifiés. Donc, il va t'apporter 20 rendez-vous par mois. Et sur les 20 rendez-vous par mois, au bout de quelques mois, tu vas savoir quel est ton taux de closing. Donc, tu vois, il t'a apporté 20 rendez-vous. Sur les 20 rendez-vous, tu en as peut-être 5 qui ne se sont pas pointés au rendez-vous. Donc, tu en as 15. Sur les 15 rendez-vous, tu vas peut-être en signer 5. Et finalement, tu as signé 25%. Okay, Et donc, tu as signé 25%. Et est-ce que 25%, c'est bien? C'est à toi de le définir. Et sur les 5 que tu as signés, c'est quoi le panier moyen? Donc, admettons, le panier moyen, c'est, je dis au hasard, mais 10 000 euros. Bah, tu as signé 50 000 euros en un mois via une personne qui t'a pris du rendez-vous. Donc, c'est rentable. Si tu payes cette personne-là, je dis vraiment au hasard, mais 30K, on va dire, chargé, elle te coûte un peu plus cher, tu peux rajouter 40%, quelque chose comme ça. Et bien, en fait, tu vas te dire, OK, elle m'a coûté tant, par contre, elle m'a rapporté tant en un mois, donc en tout cas, elle rentabilise une partie de la boîte, donc c'est rentable, donc j'accélère. Je ne sais pas si j'étais clair. Très. Et ce qui est chiant, c'est que j'ai 25 questions à te poser. Je vais en poser 3 sur la table, comme ça on essaie de se rappeler des 3. La première des 3, c'est, du coup, j'aimerais vraiment que tu m'expliques en détail Zelic là-dedans, comment. La deuxième, ça nous ramène à l'IA, c'est ce que tu viens d'expliquer. En fait, tu as expliqué le vrai métier de sales, comment ça marche, qu'est-ce que l'IA change là-dedans. Mais avant, j'ai envie de commencer par la mienne, qui est une vraie question pour le coup. Enfin, les autres aussi, mais celle-là, elle me concerne directement. OK, moi, j'ai fait toute ma carrière jusqu'à il y a 2 ans en ESN, en boîte de conseil. Et donc, ce métier que tu as décrit de sales, je le connais par cœur. J'en ai mangé pendant pas mal d'années, d'abord moi-même, puis ensuite en manageant des équipes qui le faisaient. À l'époque, je faisais mes premières listes de prospection à la main sur une feuille avec Viadeo sur le côté. Ça remonte un peu. Aujourd'hui, une de mes convictions personnelles, c'est de m'écouter. Et une des premières réponses que je m'auto-donne quand je m'écoute, c'est « j'ai plus envie de ça ». Et si moi, j'ai plus envie de prospecter de cette manière-là, j'ai pas non plus envie d'avoir des équipes qui le font parce que je serais probablement un mauvais manager de sales aujourd'hui. C'est bizarre parce que je l'ai fait pendant longtemps. Mais vu que moi, j'ai plus très envie de le faire, j'ai l'impression que je vais pas être un très bon manager de sales. Et donc, je sais, encore une fois, je n'ai pas la réponse. Je sais pas si je me trompe ou pas, mais pour l'instant, je repousse ce truc sur le côté. Et c'est même plus un fantasme. Ça devient un objectif. Mon objectif, c'est d'arriver à construire une boîte qui tourne bien et qui grandit, et qui est très ambitieuse, mais sans passer par ce modèle classique. Et puis, je travaille en B2B, aujourd'hui plutôt soit avec des entrepreneurs, soit avec des PME ETI,
Mais pour grandir, il faudra muscler le jeu sur la taille des clients. Donc, si possible, sans passer par ce système de prospection traditionnelle. Et donc, mon pari perso, c'est de prendre d'autres chemins. Et puis, voilà, on commence à se connaître. Je fais plein de choses, je fais des événements, j'organise la AI Summit avec quelques copains. Mais quand je parle avec des gars comme toi, je me dis, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que je me plante? Est-ce qu'il ne faut pas quand même que j'y aille un peu par sécurité? Est-ce que je ne vais pas consolider ma croissance? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un vrai dilemme. Ouais, tu as dit plusieurs choses intéressantes. Un, c'est que tu n'as pas envie de le faire. Donc, si tu n'as pas envie de le faire et tu sais que tu ne vas pas forcément bien le faire, il ne faut pas que tu le fasses. Parce que sinon, tu le feras mal. Par contre, tu as deux choses que tu peux faire. La première des choses, c'est que tu prends du coaching. Donc, moi, je peux te donner des noms de coachs qui vont t'aider, en tout cas, à aider tes commerciaux, en tout cas, à prospecter et les suivre pour être sûr qu'ils le fassent correctement et que ce ne soit pas toi qui les forme d'une façon où tu te dis que tu n'as pas forcément envie de le faire et c'est peut-être pas la bonne façon, où tu ne vas pas bien impulser. Donc, tu as des coachs qui peuvent venir t'aider ponctuellement pour donner une dynamique et avoir un suivi. Ou tu peux te dire, j'externalise complètement. Donc, potentiellement, ça peut te revenir un peu plus cher, mais tu as une société qui va prospecter à ta place et t'apporter des rendez-vous. Donc, voilà, c'est les deux choses. Et après, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Quels que soient les secteurs, en tout cas, si tu le fais bien, tu as de fortes chances que ça fonctionne bien. Mais c'est à toi de savoir est-ce que tu as envie ou pas envie de le faire. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Bois. J'ai mon verre d'eau aussi, pas trop loin si tu veux le prendre. C'est assez con quand même, j'ai juste mal avalé ma salive. Les joies du direct. Ok. On pourra le mettre dans le début, ça, tu vois aussi. Non, mais normalement, on coupe pas. Donc, ça, on le coupera pas. La voix un peu chelou, on va l'entendre. Mais prends un peu de temps, respire et on repart. Ok. Non, mais... Ou fais-moi parler. Tu me poses une question et je parle. Non, mais du coup, on y est. Ok. Alors, oui, c'est ça que je voulais te demander. Et du coup, moi, j'ai pas mal utilisé des outils comme le tien parce que déjà, dans mon ancien boulot avec mes anciennes équipes, et puis j'ai quand même déjà essayé 2-3 trucs sur ma boîte actuelle. Est-ce que du coup, on peut venir dans le sujet? Est-ce que tu peux expliquer comment fonctionnent ces outils de manière générale et peut-être Zelic en particulier? Ouais. Et qu'est-ce que l'IA vient faire là-dedans, finalement? Nous, qu'est-ce qu'on permet de faire? Si tu as une équipe commerciale entre 2 et 20 commerciaux, notre outil est le parfait outil pour toi. Pourquoi? L'outil va te permettre d'organiser une équipe commerciale. Instant pub. Donc, de prendre tes leads, tes contacts de ton CRM ou d'un fichier Excel ou autre, de les mettre chez nous et ensuite de pouvoir les prospecter. Donc, l'outil va t'aider à 2 choses. Un, c'est soit enrichir de la donnée, donc trouver le numéro de téléphone et le mail de tes contacts, va permettre également de trouver un contact sur LinkedIn, un numéro et un mail sur LinkedIn, va te permettre de trouver un contact dans une base de données de 450 millions de contacts qu'on a. Et la deuxième des choses, une fois que tu as les contacts avec les coordonnées, de prospecter chez nous en multicanal. Envoyer des mails, des messages LinkedIn, appeler le client. Donc en fait, aujourd'hui, on te permet de trouver des contacts et de prospecter sur une plateforme unique. Les autres, il y a des concurrents qui font comme nous, et tu as des concurrents qui font, on appelle ça des best of breed, juste une verticale, soit de l'enrichissement, soit que de la prospection, soit que de l'analyse d'appel, soit que du closing. Donc tu as différents types d'outils. Nous, aujourd'hui, en tout cas... L'objectif, c'est de grouper tout ça. C'est de grouper tout ça. Et les 2 briques qu'on fait très bien aujourd'hui, c'est l'enrichissement de données et la prospection sur une même plateforme. Donc, l'enrichissement, c'est de dire, je reprends mon exemple, ok, je suis The Tech Nation, j'ai identifié mon ICP, donc mon client idéal comme la PME, ETI, non-tech. Ouais. Je veux parler au CEO ou CTO ou Head of Development. J'ai un marché sans limite géographique. Par contre, je travaille en français, en anglais ou en espagnol. Voilà, c'est à peu près mon ICP. Et du coup, ça, je vais rentrer ça dans Zelic. Est-ce que c'est facile? Est-ce que je vais le prompter? Est-ce que j'ai des filtres? Est-ce que j'ai des choses à... Comment ça marche? Ouais, tu as des filtres. Tu vas utiliser les filtres. Tu vas mettre, je veux une société entre 10 et 500 salariés, une société qui est basée en Île-de-France ou en Espagne ou autre. Une société qui a levé des fonds ou qui fait un chiffre d'affaires de temps, une société qui est en recrutement de profil et qui n'est pas en licenciement au niveau des équipes, Okay. Un manager, une personne qui a changé. Cette info-là, elle vient d'où? Le recrutement est pas... Ouais, on appelle ça des intentions de l'intent. Et en fait, nous, cette donnée-là, on l'a dans notre outil. Donc, on travaille avec différents fournisseurs de données, on la structure et on la rend accessible.
Et donc, en fonction du degré des besoins que tu as en termes de données, on va te permettre de les avoir. Ça commence à être pointu, là. Là, en effet, c'est une valeur ajoutée incroyable. Parce que... Ouais, tu peux vraiment rentrer dans les détails au niveau de tes besoins. Parce que le plus important, tu vois, c'est quand tu fais de la prospection à froid, il faut que tu aies des intentions d'achat. Donc, plus tu as des intentions d'achat, plus ta prospection elle va être de qualité et plus ton taux de transfo va être bon. Moi, la prospection de masse, j'y crois plus. Tu as envoyé des milliers de mails sans regarder, en disant, comme si tu étais à la pêche rapide et te dire, ouais, mais je vais avoir énormément de poissons. Surtout que c'est devenu une commodité. Ouais, enfin, je sais pas toi, mais moi sur LinkedIn, je reçois X par jour qui sont vraiment bien foutus, mais où tu comprends qu'il n'y a personne derrière. Parfois, c'est comme avant quand tu recevais un prospectus pour des cheminées alors que tu vivais dans un appartement, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire de la prospection de qualité si tu veux sortir du lot. Et c'est super important de savoir si je prospecte ce prospect-là, c'est parce que potentiellement, il est manager, il a changé de job dans les 6 derniers mois, il va vouloir s'outiller à nouveau, et donc je vais le contacter. Cette personne-là a visité mon site internet. Si elle a visité mon site internet, potentiellement, elle peut t'intéresser, donc je vais la prospecter. Cette personne-là a déjà ouvert mon mail 3 fois. Donc, si elle a ouvert 3 fois mon mail et elle est revenue dessus, potentiellement, il y a un intérêt. Donc, je vais l'appeler. Donc, en fait, tu vas essayer d'avoir un maximum de signaux pour savoir est-ce que cette personne-là, potentiellement, est intéressée ou non. Et donc, nous, par exemple, on a mis un scoring qui permet de prioriser les gens les plus intéressés aux moins intéressés dans ton quotidien de prospection. Donc, c'est une vraie stratégie globale. Enfin, c'est du 360 sales, en fait. Ah oui, clairement, ouais. Donc, si je résume, si je comprends jusqu'ici... Allez, je rentre, j'installe Zelic demain. Je vais commencer par, peut-être avec mon chat GPT, etc., si ce n'est pas encore très précis, redéfinir bien mon ICP, ma stratégie pour me mettre les idées au clair. Puis je rentre chez toi, je me crée une base de prospection, c'est ça ? Ouais. Alors, soit tu importes ta base, soit tu t'en crées une. Tu peux faire les deux. Ok. Et après, une fois que j'ai créé cette base de prospection, est-ce que je peux automatiser une partie de ma pros ? Est-ce que je peux créer de l'envoi d'emails, LinkedIn, WhatsApp, autre chose ? Ouais, tu peux automatiser l'envoi de tes mails, tes messages LinkedIn. La seule chose que tu peux pas automatiser, c'est tes appels, qui restent des appels manuels aujourd'hui. On en a un petit peu parlé avant. Mais sinon, tu peux automatiser cette prospection. Tout à fait, je ne dois même pas le proposer, ça ? Non, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas forcément qualitatif et qu'on n'a pas envie de rentrer dedans. Mais potentiellement, ça évolue, on le mettra à disposition. Aujourd'hui, je ne l'ai pas priorisé dans la roadmap. Mais donc oui, tu peux automatiser. Et là aussi, on a sorti notre agent Zelia en bêta. Donc on commence à onboarder des clients sur cette version bêta. Et l'agent peut faire les choses à ta place. Donc si tu dis par exemple à l'agent Zelia, crée-moi une séquence en 3 étapes pour prospecter Google, mais seulement des C-level de Google, et envoie 50 mails du hasard des 50 commerciaux que j'ai, un mail par jour à Google. Zelia a la capacité de trouver les contacts chez Google, aller trouver les numéros de téléphone et les mails dans la base Zelic, t'attribuer à chacun de tes commerciaux les contacts et de faire partir depuis leur boîte mail des mails pour prospecter Google. Et donc en fait, là, l'agent peut identifier, te créer les templates de messages, te créer la séquence, faire partie de la séquence à ta place. Donc on arrive justement dans ce sujet... Ok, une autre question, est-ce que l'IA peut prospecter pour moi ? Oui et non. Là, on commence à s'approcher du oui. Oui, mais parce que la base de données que l'IA va avoir, elle est grâce à Zelic, qu'elle n'aurait pas elle-même directement pour les contacts. Tu as quand même l'humain qui va valider... Faut qu'elle soit bien drivée par un humain. Ouais, parce que ça va dépendre du prompt, la façon dans laquelle tu vas demander de faire la prospection. L'humain va quand même valider à la fin de la prospection. Et ce que l'IA peut faire, c'est envoyer les mails, les messages LinkedIn via ta boîte mail ou ton compte LinkedIn, ne peut pas prospecter par téléphone. Donc, elle ne remplace pas cette troisième prise de contact où c'est toi, en tant qu'humain, qui va prendre ton téléphone et qui va appeler dans ta séquence. Donc, pour ça, elle peut t'automatiser une grande partie, mais pas tout faire à ta place. Et une fois que le rendez-vous est pris, potentiellement, tu as ton rendez-vous dans ton agenda, tu vas le faire. L'IA ne va pas te remplacer dans ton rendez-vous. Tu vas aller, c'est toi, le pourcentage de la part de ton travail qu'elle te fait qu'augmente. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'augmente pas à ta place, elle prospecte pas à ta place. Par contre, avant, quand on avait juste Internet et LinkedIn, il y avait 90% du travail qui était dans nos mains. Et maintenant, on a je sais pas, sur l'action de prospection vis-à-vis d'un lead, il ne me reste que, je sais pas, 30-40% de l'action moins. Ouais. Et en plus, c'est ce qui a le plus de valeur ajoutée. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que le métier de sales devient plus intéressant parce qu'il y a une vraie stratégie sales. Ouais.
Et puis, il y a la partie, le vrai contact humain, du coup, la négociation, le closing, ces éléments-là qui sont, par définition, les éléments les plus intéressants. Ouais, en fait, tu t'enlèves la partie admin, la partie chiante. Et après, toi, tu te concentres sur quel type de profil, à qui je vends, comment je vends, c'est quoi les intentions qu'il y a derrière. Donc, tu vois, tu deviens un sales augmenté. Ouais, parce que moi, je me rappelle de ces années de sales. Alors, à l'époque, on aimait ça. Et puis, je n'étais pas le seul, tout le monde, mais à passer des heures et des heures et des heures à se prendre des bâches au téléphone. Mais moi, je peux te dire ce que je faisais. Hein. C'est tu vois, quand je vendais mes ceintures de pantalon et les arcs, j'allais sur tous les sites de distributeurs de produits de survivalisme et outdoor. Je regardais le 01 tout en bas. J'ai appelé le 01. J'ai essayé de passer le barrière de la secrétaire, si on avait une ou du secrétaire. Et ensuite, d'être en contact avec la personne en charge, de réussir à prendre mon rendez-vous. Et donc, un par un, j'allais et j'appelais que les 01. Je n'avais pas les numéros professionnels ou personnels des personnes. J'avais un fichier Excel. Et dans mon Excel, c'était hyper difficile à suivre. J'avais 0 intent, donc intention. Rien n'était automatisé. Je perdais énormément de temps, même à faire mes mails. J'envoyais 20 mails par jour en essayant de les faire. Je regardais les fautes d'orthographe, j'essayais d'adapter mon message. C'est des choses que tu peux automatiser. Je me rappelle que quand il fallait avoir les gens dans un grand groupe, il y avait 2 trucs qui avec le recul, sont quand même marrants. C'est quand on avait un numéro de téléphone direct, on avait compris que du coup, tous les numéros étaient pareils. Et du coup, je changeais un chiffre à la fin et j'allais tomber sur quelqu'un de random. Et puis du coup, je disais « Bonjour, je voudrais parler à Dorian, s'il vous plaît ». C'était pas le bon numéro. Ouais. Et du coup, les gens me passaient la personne, voire encore mieux, me donnaient son numéro. Et c'était un moyen d'arriver aux gens. Et après, il y avait le barrage de la secrétaire, où on allait vraiment, les plus couillus de l'équipe, aller jusqu'à prendre un accent ou à se changer la voix. Parce que quand tu appelais 5-10 fois la même secrétaire, elle finissait par dire « Alors vous, je vous blacklist. C'est mort, c'est bon, j'ai blacklisté votre numéro. » Mais ouais, c'était... c'est ce qui était drôle à l'époque. Et tout le monde ne le comprendra pas. Mais dans nos métiers, il fallait trouver du fun. Et c'est ce qui était drôle. C'était plus t'étais... Il fallait qu'on rigole sur ces métiers. Mais encore aujourd'hui, hein, je sais que moi, les commerciaux, quand ils prospectent, parce que notre croissance aujourd'hui, elle est faite grâce à Zelig, parce qu'on utilise Zelig pour Zelig, ce qui est normal, hein, sinon on ne vendrait pas sous cet outil-là. Mais ils se mettent des challenges en disant, quand je prospecte, je dois booker un rendez-vous, mais je dois mettre cette phrase-là ou ce mot-là. Je faisais beaucoup ça. Et donc, ils s'amusent, tu vois, à se mettre des défis. Parce que moi, je leur dis à chaque fois, ce que vous faites, c'est un métier qui est hyper dur. Tu vas appeler 100 fois. Sur les 100 fois, tu en as peut-être 15 ou 20 qui vont décrocher. Sur les 15 ou 20 qui vont décrocher, il y en a peut-être 10 qui vont te laisser la chance de pitcher. Et à la fin, tu vas peut-être avoir un rendez-vous sur les 100 appels que tu as fait dans la journée, tu vois. Et je leur dis, à la fin, il faut que ce soit du fun, il faut que tu t'amuses. Sinon, tu vas te mettre la pression, tu vas pas performer, tu vas pas être bien. Prends ça comme un jeu, rigole quand tu le fais. Et c'est vrai que ça change. D'ailleurs, quand tu souris au téléphone, ça s'entend tout de suite. Et même ta posture, ça se sent dans l'appel. Donc, il y a la posture. Après, tu as des commerciaux qui préfèrent être debout, d'autres assis, d'autres couchés. Bon, peu importe, mais la posture joue, le sourire joue, l'intonation joue. Et après, tu as des choses qui jouent, mais qui ne dépendent pas de toi. C'est moi, ce que je dis à mes commerciaux, quand ils ont appelé quelqu'un et la personne les a envoyés chier, je leur dis, mais réessaye demain. Peut-être elle était mal lunée aujourd'hui. Peut-être elle était pressée, mal lunée, elle a eu un problème. Tu ne connais pas sa vie. Mais potentiellement, s'il y a un vrai besoin, rappelle-la demain. Et peut-être demain, tu vas réussir à avoir ton D'ailleurs, quand tu as un commercial sympa, moi, plein de fois, j'ai été sur une solution ou sur un produit qui n'était pas forcément le moins cher ou qui n'était peut-être pas le meilleur, mais où j'ai vraiment eu un bon fit, où j'ai trouvé le commercial sympa. Et puis en plus, surtout quand tu es dans du B2B, tu as envie de... Parfois, quand la personne est vraiment sympathique et c'est décarcassé pour toi, tu as envie de lui faire plaisir et tu dis, bon, allez, je vais lui acheter à lui plutôt qu'à l'autre, parce que l'autre était antipathique. Ouais. Okay. Il faut être bon. Tu vois, là, je vais te donner un exemple. Hier, on m'a appelé. C'était catastrophique. Hier, on m'a appelé. La personne a récité le pitch. Je lui ai dit, j'ai pas le temps. Première objection que tu as à chaque fois, c'est j'ai pas le temps. Donc, je lui ai dit, j'ai pas le temps. Elle aurait pu essayer de dévier l'objection. Elle a continué son pitch. Je lui ai redit, j'ai pas le temps. J'ai raccroché. En fait, elle a même pas essayé de déjouer mon objection. Elle a juste lu son pitch. Et tu peux pas obtenir des rendez-vous en lisant ton pitch comme un robot. Non, ça fonctionne pas. Ouais. Et non, mais clairement. Et en t'écoutant là, tu parlais d'un truc que je trouve hyper important, et tu en parlais aussi hier puisqu'on a dîné ensemble. Tu parlais de revenus. On entend de plus en plus parler de cette fonction de CRO. On entend de plus en plus parler de revenus plus que de chiffre d'affaires. D'ailleurs, les stratégies de sales, de manière toute seule, isolée, en tout cas dans le produit, dans la tech, deviennent pas obsolètes, mais commencent à vieillir un peu lorsqu'on ne parle pas de revenus complètement. Et je crois que c'est un truc que tu adresses
tout cas que tu veux adresser de manière Ouais, globale je veux chez adresser. Zelic. C'est quoi la différence? Ça veut dire quoi, revenu? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à avant et comment Ouais. est-ce que tu veux le traiter, ça? Avant, comment on était organisé chez Ivancy, donc ma précédente boîte, j'avais les commerciaux. Donc, dans les commerciaux, tu avais ceux qui prospectent et ceux qui closent. Ensuite, il y avait les customer success qui géraient l'après-vente et ils géraient l'onboarding. Et à un moment, j'avais même des onboarders qui étaient spécialisés juste sur l'onboarding des clients. Et j'avais l'équipe marketing qui faisait l'acquisition, la communication ou autre. En fait, et j'avais les ops aussi qui étaient chez les sales. Donc, tu avais 3 pôles différents. 3 pôles différents, L'Ops, il faisait quoi? 3 Il managers. s'assurait le delivery, en gros? L'Ops, il était sur la qualité des contacts qu'on attribue aux commerciaux par semaine. Donc les numéros de téléphone, les mails, il nous les trouvait, il attribuait le bon nombre dans un ICP, et il faisait la relation avec HubSpot et Ivancy à l'époque. Donc tu avais 3 pôles. La problématique des 3 pôles, c'est que tu as 3 managers, donc 3 façons de travailler différentes, aucune communication correcte inter-équipe. Et donc, tu avais des conflits où potentiellement les commerciaux, le directeur commercial il te disait mais mes leads apportés par le marketing ne sont pas bons. Le marketing se disait ouais mais j'ai mis tant de budget, j'ai eu des leads, mais les commerciaux ne les ont pas prospectés dans le temps. Et après, personne regardait à part le directeur des customer success, le taux de churn. Donc en fait, le sales se disait oui mais moi j'ai atteint mes résultats de signature. Le marketing se disait moi j'ai apporté assez de leads et le sales te dit c'est pas des leads qualifiés. Et le customer success te dit en fait les sales ils ont signé des leads de merde parce que mes clients ils ont churn à cause des sales. Et donc en fait si tu veux chacun se jette la balle et moi j'y crois plus à ça. En fait tous ces métiers là ils ont un objectif, faire du revenu. Donc en fait il faut que ce soit géré par une personne, donc ça peut être le CRO ou autre, et que les équipes soient fusionnées. Mais selon moi il y a plus de 3 stratégies. Il y en a une seule. Tu fais du revenu et tu gères la stratégie intégrale du revenu. Donc ne viens pas me dire que tes leads sont pas qualifiés, t'as pas eu un bon taux de closing ou ton customer success n'a pas fait le travail sur le churn et c'est de sa faute. En fait, la faute, elle a une équipe. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux résoudre cette problématique-là. Et au-delà de ça, pourquoi j'ai lancé Zelic, c'est que les sales avaient plus de 10 outils en moyenne. Imagine la complexité à onboarder un sales, le ramp-up, le temps où le commercial devient bon sur les outils. Souvent les contraintes qu'il a. Les contraintes qu'il a. Parce que le CRM, il faut le faire comme ça, etc. Et tout le monde a pris l'habitude dans l'équipe de contourner ce problème-là, voire pire parfois de se mettre une inertie en ne faisant pas ce truc-là. Pas parce que c'est pas bien, mais parce que le CRM te laisse pas le faire. Oui, ils ont différentes façons de le faire. Ils ont 10 interlocuteurs. Tu payes 10 solutions différentes. Tu as 10 négociations de contrats chaque année. Tu oublies de résilier les trucs qui te servent plus à rien. C'est une vraie galère. Et ça, tu le cumules. Tu t'en rajoutes après au marketing. Ils ont énormément de solutions. Et les customer success, ils n'en ont pas beaucoup. Mais donc, dans tout ça, tu vas avoir 15, 17, 20 outils pour, normalement, une équipe. Wow. Et donc, le but que j'ai, c'est de faciliter le travail, la transmission d'informations, le travail opérationnel de toutes ces équipes-là pour créer une équipe qui ait le revenu. Ok. C'est toujours un peu la fameuse métaphore de la salle et la cuisine, quoi. C'est le fameux truc où dans un restaurant, le traditionnel, la cuisine fait ses plats et la salle fait son service. Et quand ça se parle pas, c'est cauchemar en cuisine et on entend que ça va dans le mur. Et finalement, c'est une équipe. Parce qu'à la fin, en fait, tu délivres un même service et les deux ont le même objectif. T'es la transfo qui a fait le monde du dev avec l'agilité en ajoutant tout le monde. Et c'est vrai que ouais, t'as raison. Je l'avais jamais vu comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'en plus la taille de la boîte grossit, plus on a du marketing qui parle pas, voire qui comprend pas le sales et vice versa, etc., etc. Trop bien. Et ça, dans une solution comme la tienne, on en est à quel niveau, on en est à quel moment? C'est aujourd'hui donc si ton objectif c'est de piloter le revenu à 100%, ce sera quand et ce sera comment? Écoute, dans la roadmap, je vais finir en 2028. Okay. Donc j'espère atteindre l'objectif de la roadmap. Mais on est encore au début, on est principalement sur la partie prospection. On n'a pas encore tout fait pour les commerciaux, parce qu'on n'est pas encore jusqu'au closing. Mais ouais, l'ambition, c'est d'ici 2028, en tout cas, avoir la majorité des briques dans le produit, fin 2028. Je te le disais hier, je trouve que ce qui frappe chez toi, c'est que quand on analyse ce que tu dis, c'est toujours ultra ambitieux, c'est toujours en termes de métriques hallucinant et autres. Et par contre, quand on t'entend, ça a l'air... T'es hyper calme, t'es serein, ça a l'air fastoche, quoi. Ça donne on fait le maximum. Après, il faut se donner des objectifs ambitieux. Après, ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais on fait tout pour, quoi. Cool. Ok, trop bien. Écoute, c'était hyper intéressant, toute cette partie sales.
Va falloir que je me pose, va falloir que je papote avec mon GPT pour voir si je reste sur ma strat actuelle ou si je bouge un peu. Ok, j'ai quand même envie de reparler un peu de toi. On l'a déjà pas mal fait, donc c'est assez intéressant. J'aimerais qu'on prenne un angle différent. La question que j'aime bien poser, c'est, puisqu'on a parlé des différents âges de la vie, c'est quel a été ton chemin? Quel a été le chemin qui a amené le petit Dorian, je sais pas moi, de 8-10 ans jusqu'à la personne que tu es aujourd'hui? Écoute, il y a eu énormément de chemin. Moi, j'ai grandi dans une petite ville dans l'est de la France où tu as un taux de pauvreté qui est hyper élevé. Ça a été la cité la plus pauvre de France. Je viens d'une famille ouvrière. J'ai un grand frère qui a un peu plus de 40 ans maintenant, qui a 7-8 ans de plus que moi. Et donc, en fait, je pense qu'il m'a formé, c'est le fait de me dire, je peux réussir, même si je viens d'un milieu modeste, même si on n'a pas fait des études dans la famille. Mais quand je regardais la télé, je voyais des gens qui avaient de l'argent, je me disais, je peux le faire. À 8-9 ans, quand je discutais avec mes parents, avec mon frère, je leur disais, à 30 ans, j'ai une Ferrari. À 30 ans, c'est mon objectif. En tout cas, je veux une Ferrari et je n'ai pas envie d'avoir une petite voiture. Je veux une belle voiture. Je veux me faire plaisir. Je veux sortir de ce milieu, quoi. Et l'argent m'a beaucoup drivé. Et donc j'ai eu ces objectifs-là. J'arrive en 6e, je redouble. Je redouble avec 10,5 ou 11 de moyenne, mais grosso modo, dans certaines matières qui étaient l'histoire, je crois, les maths, le français, les matières un peu importantes, j'étais pas incroyable, j'ai pas des super bonnes notes. Et donc, on me fait redoubler, je redouble, là j'ai 13 ou 14 de moyenne, je suis dans les tops de la classe. Donc ça se passe plutôt bien. Je finis la 3e, j'arrive en seconde, je pars en sport-études basket à Longwy. Hyper intéressant, mais je me rends compte que j'ai un très bon niveau et pas le niveau d'être pro non plus. En tout cas, ce ne sera pas ma carrière. Et donc, mes parents me disent, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je reviens à la maison, je continue les études. Et donc, voilà. Je pars de Longwy, je reviens à Forbach. Je rentre en première, je suis première et terminale à nouveau, je redouble. En fait, je rate le bac de peu de points, mais comme mon dossier n'était pas incroyable, il me manquait 50 points de mémoire au bac. Et donc, en fait, j'aurais pu l'avoir, mais vu que mon dossier n'était pas bon avec des avertissements comportement, ils ne me l'ont pas donné. et je me rappelle, j'étais hyper frustré parce que quand j'étais au bac avec mes amis, tout le monde l'a eu au rattrapage sauf moi. Et donc, je dis à mes parents, franchement, vous pouvez compter sur moi, je vais cartonner, je vais réussir. Et ils m'ont dit, au vu de ce que tu as fait cette année-là, aller juste au sport et à la muscu, à jouer, montre-nous, prouve-le-nous, quoi. Et je me rappelle, il y a un truc qui m'a marqué. Je devais partir le lendemain en vacances avec une petite copine que j'avais à l'époque, avec ses parents. Et je dis à mes parents, je mérite pas de partir en vacances. J'ai pas eu le bac, je mérite pas. Et ma mère, elle me dit, ça sert à rien que tu te punisses 2 fois. Va en vacances, apprends de tes erreurs et fais mieux. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que ma mère m'a toujours encouragé à faire ce que j'avais envie sans avoir une pression. Elle me disait juste, sois heureux. Fais ce que tu as envie, sois heureux. T'as rien forcément à nous prouver ou à toi-même. Fais ce que tu as envie, quel que soit le métier. Donc c'était intéressant, j'avais pas de pression là-dessus. Mais moi, je me mettais la pression parce que j'avais mon rêve de Ferrari, mon rêve de réussite en tête. Et j'ai toujours été malin, assez intelligent, mais pas un gros travailleur. Et parce que ça me passionnait pas ce que je faisais. Et donc je refais le bac, je suis dans les premiers de la classe, je réussis mon bac, et là, donc je rentre en école et je fais 2 ans de DUT à Nancy, tech de co, je fais mon bachelor en Lituanie, je fais un master à l'IAE de Poitiers pour faire intelligence économique, la DGSE m'attire à l'époque. Après, je fais Pour un élève moyen, c'est quand même déjà pas mal. Ouais, après, je me motive au fur et à mesure des matières et du cursus que je choisis, donc je me motive un peu plus. Alors, je n'étais pas en top de promo, mais je me motive. À l'IAE, à partir du Master 1, je commence à avoir à partir du Bachelor, je commence à avoir des bonnes notes, des très bonnes notes. Master, j'ai des très très bonnes notes, et mon MBA aussi. Donc, je fais à l'école de commerce de La Rochelle, c'était l'ESC La Rochelle qui s'appelle Excelia maintenant. Et je fais ma 6e année d'études à l'ESCP, qui est une école de commerce à Paris. Et donc là, je me motive, et à Paris, je décide de faire une expertise entrepreneuriale. Et donc, c'est là où je me lance dans l'entrepreneuriat directement. Donc, j'ai vécu pas mal de choses. Pas mal de rebondissements, mais j'ai toujours eu cette envie de réussir, de me prouver à moi-même, de prouver aux autres que j'avais la capacité de le faire, parce que je savais, mais à l'époque, j'étais feignant. En tout cas, j'avais d'autres objectifs qui étaient le sport et de m'amuser avec mes potes. Et donc, plus le temps avançait, plus je choisissais ce que je pouvais vraiment faire, plus j'aimais.
Et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je me suis dit, mais j'ai une compétence qui est la partie commerciale, que j'aime beaucoup. Je sais me vendre, je sais vendre. Et donc, c'est quelque chose que je vais pousser dans le quotidien. Et c'est comme ça que j'ai monté les différentes boîtes. La Ferrari, alors? Et écoute, je ne l'ai pas acheté. J'ai acheté une Porsche. Ok. J'ai acheté une Porsche. Alors, pourquoi je n'ai pas acheté la Ferrari? C'est pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que quand j'ai fait mon exit, je n'avais pas encore d'enfant, mais on était en projet. Donc, en fait, tu n'avais pas la place pour avoir le siège auto dans la voiture. Et donc, j'ai privilégié plutôt une Porsche familiale, qui est le Cayenne. Pour me faire plaisir, parce que tu as 520 chevaux, c'est une belle voiture, mais tu as la place pour mettre le lit bébé, le lit parapluie, la poussette et tout le reste. Deuxièmement, c'est que j'avais pas besoin de deuxième voiture, parce que j'ai toujours été en grande ville. Donc, c'était des frais pour moi pour rien. Mais oui, on n'est pas à l'abri qu'un jour je me fasse plaisir. Je me dis, pour voiture du week-end, j'en prends une. Et le problème des sportives, alors, sauf si tu achètes une Ferrari, généralement ça prend de la valeur. Sinon, tu peux perdre de la valeur. Et également, il faut faire attention. Je suis pas quelqu'un qui fait hyper attention aux choses. Tu vois, je vais m'acheter, si on m'achète des beaux habits, parce que généralement c'est ma femme qui m'achète les beaux habits et pas moi. Parce que parfois elle me dit Dorian, t'exagères, je vais t'acheter des habits. En fait, je casse tout. En fait, j'arrive pas à faire attention. Tu vois, la Porsche, quand je l'ai achetée, la semaine d'après, je l'ai pété. Je l'ai pété. Donc j'ai dû aller la faire réparer. Et donc j'ai du mal à vraiment faire attention. Je prends pas soin des choses, quoi. Et donc là, ce type de voiture, je devrais prendre soin, faire attention, la bichonner. Il faut avoir le temps. Bref. Donc j'ai plutôt une voiture sportive familiale, quoi, en ce moment. Ok. Tu dois être sacrément fier, tes parents, quand même. Ouais, ils sont contents. Après, ils sont contents plutôt de me voir content. L'aspect argent, ils s'en foutent, quoi. Vraiment, c'est jamais un truc ils m'ont jamais poussé à ça. Ils m'ont juste dit, mais nous, on a fait notre vie. Nous, on était contraints, parce qu'eux, ils étaient contraints. Mon père, il a bossé à partir de 13 ans. Ma mère, elle a bossé à partir de 16 ans. Ma mère n'a pas eu le choix. Tu vois, 11 enfants. Mes grands-parents, ils disaient, bah, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. En fait, ils n'ont pas eu le choix. Donc moi, ce que ma mère me disait, elle me disait, parce que c'est beaucoup ma mère qui a fait l'éducation à la maison, mon père était beaucoup en déplacement, et ma mère me disait, mais en fait, fais juste ce que t'aimes. Le reste, on s'en fiche, on s'en fout. Et donc c'était intéressant. Donc voilà, ils sont juste contents de me voir épanoui en famille. Le reste, ça les importe peu. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est... Moi, j'ai beaucoup parlé, mais... Ah, c'était hyper intéressant. Sacré parcours. Ça force l'admiration. Et ouais, non, encore une fois, je trouve, je te le disais un peu, mais entre à chaque fois que les quelques fois que j'ai papoté avec toi déjà, il y a cette espèce de... Ce qui force l'admiration, c'est cette espèce de décalage entre les résultats, les actions, les vraies choses, et puis ta banane, où juste, ça a l'air Sympa. Ça a l'air extrêmement normal et simple. Cool. Allez, une petite dernière question. Je t'ai pas prévenu, donc on va voir si tu as quelque chose à me répondre. Petite dernière question que j'aime bien poser, elle est plutôt sur l'impact qu'on essaye d'avoir dans notre environnement au sens très large du terme. Volontairement, c'est à chacun de l'interpréter. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Et si oui, comment est-ce que tu t'efforces d'avoir un impact sur ton écosystème, quel qu'il soit, social, sociologique, écologique ou autre? Ouais. Alors, il y a différentes choses. Sur la partie sociale, j'essaye de faire des interventions, tu vois, des podcasts. Quand on m'invite dans les écoles, je vais pitcher dans les écoles gratuitement. S'il y a des conférences à faire, même gratuites, je le fais. Parce que je me dis, j'ai appris des choses, si je peux les partager, quelles que soient les personnes dans le public, je vais le faire et je suis content. Tu vois, moi, il y a des personnes qui m'ont vraiment pris sous leur aile pour m'aider à réussir. Alors, même si c'était moi qui travaillais beaucoup, tu as des personnes qui m'ont aidé, c'était des business angels qui prenaient du temps pour moi, qui m'accompagnaient gratuitement. Donc en fait, on m'a donné. Donc je me dis, si on m'a donné, je dois redonner. Donc la partie coaching ou aide, alors si elle me prend peu de temps, je la facture pas. Parfois, si on me demande des missions plutôt de long terme, je vais facturer parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais sinon, si c'est ponctuel, je le fais gratuitement et ça me fait hyper plaisir. Et Fais gaffe parce que tu vas avoir plein de demandes après. Ouais, non, mais franchement, si je pense que la demande est intéressante et que je peux toucher beaucoup de personnes sur le temps que j'ai, je vais le faire. Franchement, je le fais. Sur le côté écologique, aujourd'hui, j'ai pas monté des boîtes qui aident cette partie écologie. Par contre, en interne, on fait attention à toute la partie RSE. Par exemple, chez Ivancy, ma précédente boîte, on avait un partenariat avec un apiculteur. On avait acheté des ruches. Le miel qu'on avait, on le donnait à nos clients, qui était notre miel à nous parce qu'on avait acheté les ruches. Comme on aidait les sociétés à se faire connaître grâce aux influenceurs, toutes les associations, une association par mois, on leur offrait la plateforme pour les mettre en avant gratuitement.
Donc on a aidé des assos aussi à se faire voir sur les réseaux et à gagner des centaines de milliers, voire des millions de vues gratuitement. On fait attention après, tu vois, à tout ce qui est plastique, bouteilles, plutôt une fontaine à eau. Donc on fait vraiment attention. Et j'avais monté aussi une squad dans l'entreprise qui était dédiée au sujet RSE et portée par l'équipe elle-même sur un budget que je leur attribuais. Aujourd'hui, chez Zelic, on commence tout doucement à le faire parce que pareil, des associations ont potentiellement besoin d'avoir les bons contacts, de prospecter, de trouver des donations. Donc on aide, on commence à aider également les assos, on le fait. Et après, tu as l'office manager qui, dans sa to-do, doit faire des tâches pour réussir à répondre à ses besoins RSE. Et en plus, elle est hyper attirée par ça et je trouve que c'est bien pour nous. Donc voilà, on essaie de le faire à notre façon, même si la société directement n'a pas un impact direct, en tout cas au-delà des associations qu'on peut aider sur la partie RSE. C'est quelque chose qui tient à cœur l'équipe et que je trouve également intéressant pour moi, quoi. C'est pas mal. Enfin, c'est vachement bien. Si tout le monde s'efforce à sa hauteur d'avoir un impact, quel qu'il soit, ça fait déjà un bout du chemin. Trop bien. Bah, écoute, merci pour tout. Écoute, on est pile poil à 60 minutes et 12 Merci secondes. à toi. Je crois qu'on est en timing parfait. Moi, j'ai adoré cette conversation. J'espère que les gens qui nous écouteront peut-être penseront de même. Merci pour tout et merci. Merci à toi. À bientôt. Salut.